Il faisait moins 5 degrés dehors. Il était devant une animalerie, le nez collé contre la vitre, les larmes aux yeux, pas parce qu'il avait froid, parce qu'à l'intérieur, derrière cette vitre, il y avait son chien, son seul ami qu'il venait de vendre. 25 $ pour manger. Cet homme allait écrire l'un des scénarios les plus emblématiques de toute l'histoire d'Hollywood 3 jours plus tard. Mais ce soir-là, il était juste brisé. Ce que tu vas entendre aujourd'hui, ce n'est pas une histoire de motivation. Ce n'est pas « crois en toi et tout ira bien ». C'est une histoire de quelque chose de beaucoup plus sombre, de beaucoup plus puissant. C'est une histoire de frustration transformée. Je ne vais pas te demander de positiver ni te dire de tourner la page. Je ne vais pas non plus te sortir une liste de conseils que tu as déjà entendus 100 fois. Ce que je vais faire, c'est te montrer que ta frustration, cette chose que tu essaies d'éteindre, d'oublier, de noyer dans les distractions, est probablement la source la plus puissante que tu n'aies jamais utilisée. Mais pour comprendre ça, on doit retourner en 1975 à New York, dans un appartement vide, avec un homme qui a tout perdu. Son nom, c'est Sylvester Stallone. À 29 ans, ça fait des années qu'il frappe aux portes d'Hollywood. Des centaines d'auditions, des centaines de refus. On lui dit que sa façon de parler est bizarre, que son visage est asymétrique, que sa lèvre inférieure est à moitié paralysée depuis sa naissance, qu'il ferait mieux d'envisager autre chose. Il est tellement fauché qu'il dort dans une voiture pendant 3 semaines, puis dans un appartement sans chauffage. Il vend sa télévision et ses meubles. Et un soir, il vend son chien. Butkus, son mastif américain, son compagnon depuis des années. Il le cède à un inconnu devant une épicerie à seulement 25 $. Il pleure en rentrant. Il dira plus tard que c'était le moment le plus sombre de sa vie. Quelques jours plus tard, il regarde un combat de boxe à la télé. Mohamed Ali contre Chuck Wepner. Wepner, c'est un inconnu dans le monde de la boxe. Un outsider total. Un homme que tout le monde donne perdant avant même que le match commence. Mais ce soir-là, Wepner tient. Il saigne, il trébuche, il se relève. Et quelque chose se passe dans la poitrine de Stallone. Pas une étincelle, une explosion. Il rentre chez lui. Il s'assoit à sa table et commence à écrire. 20 heures plus tard, le script de Rocky est terminé. Il court voir les producteurs. Ceux-ci adorent le script et lui proposent 125 000 $ pour l'acheter. C'est une fortune pour une personne qui dormait dans sa voiture quelques mois plus tôt. Mais Stallone dit non. Il veut jouer Rocky lui-même. Les producteurs refusent et montent la proposition à 250 000 $. Puis à 350 000 $. Sylvester dit non. Ils finissent par céder 35 000 $ et le rôle principal pour Sylvester Stallone. La première chose qu'il fait avec cet argent, il retourne devant l'animalerie. Il attend l'homme qui a acheté Butkus. 3 jours. Et il lui propose 100 $ pour récupérer son chien. L'homme refuse. Il monte à 500. Il refuse encore. Il finit par lui donner 15 000 $ et un rôle dans le film. Butkus figure d'ailleurs dans le film Rocky. Et Rocky remporte l'Oscar du meilleur film en 1977. Mais une seconde. Si tu n'as jamais vu Rocky, laisse-moi te dire ce que c'est vraiment. Parce que ce film, c'est bien plus qu'une histoire de boxe.
Rocky Balboa, c'est un boxeur inconnu, un homme du peuple. Il vit dans un petit appartement miteux à Philadelphie. Il travaille comme collecteur de dettes pour un petit caïd local et boxe dans de minuscules salles le week-end. Pas pour la gloire, juste pour se sentir exister. Un jour, le champion du monde en titre, Apollo Creed, un boxeur flamboyant et imbattable, cherche un adversaire de dernière minute pour son prochain combat. Tous les vrais prétendants sont indisponibles. Il choisit alors Rocky. Pas par respect, mais par moquerie. L'idée, c'est de donner une chance à un inconnu pour le spectacle, pour l'image. Mais Rocky, lui, il prend ça au sérieux. Il se lève à 4 heures du matin et court dans les rues vides de Philadelphie et s'entraîne comme personne n'a cru qu'il pouvait s'entraîner. Non pas pour gagner, mais pour aller jusqu'au bout. La scène la plus iconique du film, celle que tout le monde a en tête même sans avoir vu Rocky, c'est lui qui gravit en courant les 112 marches du musée de Philadelphie et qui lève les bras en arrivant au sommet. Ce n'est pas une scène de victoire sportive, c'est une scène de victoire intérieure. Un homme ordinaire qui décide pour la première fois de sa vie de se prendre au sérieux. Le soir du combat, Rocky ne gagne pas. Il perd au point. Mais il tient les 15 rounds face au champion du monde. Ce que personne, absolument personne ne pensait possible. Et dans la salle, le silence se transforme en ovation. Pas parce qu'il a gagné, parce qu'il a refusé de tomber. Pourquoi ce film a-t-il changé Hollywood? Parce qu'en 1976, Hollywood produisait des films épiques, techniques et complexes, comme Le Parrain, Les Dents de la Mer, Apocalypse Now. Des œuvres magistrales, mais des œuvres froides. Rocky a rappelé à toute une industrie que les gens ne vont pas au cinéma seulement pour voir des histoires brillantes. Ils y vont pour ressentir, pour voir quelqu'un qui leur ressemble, quelqu'un d'ordinaire qui refuse de se laisser définir par ses limites. Rocky a ouvert la voie à toute une génération de films populaires et profondément humains. Et il a été tourné avec un budget d'1 million de dollars. Il en a rapporté plus de 225 millions. Maintenant, arrêtons-nous un instant. Parce que la plupart des gens entendent l'histoire de Stallone et retiennent un message de persévérance. Du genre, crois en ton rêve, ne lâche pas. Mais ce n'est pas ça que je veux que tu retiennes. Ce que je veux que tu regardes, c'est ce qui s'est passé cette nuit-là devant cette télé. Stallone n'était pas motivé. Il était furieux. Furieux contre Hollywood qu'il avait rejeté pendant des années. Furieux contre lui-même d'avoir vendu son chien pour survivre. Furieux contre un monde qui lui avait répété qu'il n'était pas fait pour ça. Et c'est cette fureur qui a écrit Rocky. Pas la motivation, pas la discipline, la frustration transformée. Notre société nous a appris à gérer la frustration, à la calmer, à la noyer dans les séries, les réseaux sociaux, la nourriture et les distractions. Mais la frustration, ce n'est pas un bug de ton système émotionnel. C'est un signal. C'est une partie de toi qui te dit, ce que tu vis là, ça ne correspond pas à ce que tu es capable d'accomplir. La trahison te frustre parce que tu méritais mieux. L'échec te frustre parce que tu sais que tu peux faire plus. Et la perte te frustre parce que tu aimais profondément. La frustration, c'est la preuve que tu as des standards. Et les gens qui ont des standards, ce sont les seuls qui changent les choses. Mais, et c'est là où tout se joue, la frustration sans direction, c'est de la lave sans volcan. Ça brûle tout, toi y compris. Il faut lui donner une forme, un canal, un but. Voilà comment tu fais ça. 3 étapes simples, mais pas faciles.
Étape 1. Nomme la blessure. Pas ça va aller, pas je passe à autre chose. Tu t'assois avec ta blessure. Tu lui mets un nom précis. Je me suis senti trahi par cette personne. J'ai honte de cet échec. Cette perte m'a brisé. Parce qu'une émotion que tu nommes, tu peux la diriger. Une émotion que tu fuis, elle te dirige. Stallone n'a pas fait semblant que tout allait bien. Il a regardé sa douleur en face et il a écrit depuis cet endroit-là. Étape 2. Convertis l'émotion en question. Tu prends ta frustration et tu lui poses une seule question. Qu'est-ce que je vais construire avec ça? Pas pourquoi c'est arrivé. Cette question-là tourne en rond. Mais à quoi cette douleur m'oblige-t-elle à répondre? Stallone n'a pas cherché à comprendre pourquoi Hollywood le rejetait. Il a regardé Webner sur l'écran et il s'est demandé: et moi, quelle est mon histoire à raconter? Ta question fera la même chose. Elle transformera l'énergie brute de ta frustration en direction. Étape 3. Ritualise. Pas quand tu te sens inspiré. Chaque matin, tu reviens à cette douleur. Pas pour t'apitoyer, mais pour te rappeler pourquoi tu travailles. Les plus grands bâtisseurs n'ont pas attendu la motivation. Ils avaient un feu intérieur permanent. Et ce feu avait un nom, une histoire, une blessure précise. La tienne aussi. Je vais te dire quelque chose. Ta frustration n'est pas le signe que tu as échoué. Elle est le signe que tu attendais mieux de toi-même. Et quelqu'un qui n'attend rien de lui-même ne ressent jamais de frustration. Il ressent juste le vide. Alors si tu regardes cette vidéo avec quelque chose qui brille dans ta poitrine, une trahison, une déception, un deuil, un projet effondré, ne l'éteins pas. Apprends à l'écouter. Parce que cette voix qui brûle en toi, c'est peut-être la version de toi qui refuse de rester ordinaire. Et si tu lui donnes un crayon, un micro, un plan, une direction, elle pourrait écrire ton Rocky. Avant de partir, une question pour toi dans les commentaires. Quelle est la frustration qui t'a le plus transformé? Une phrase suffit. Parce que je suis convaincu que dans cette section, il y a des histoires qui valent un film. Si cette vidéo t'a parlé, partage-la avec quelqu'un qui traverse quelque chose en ce moment. Pas pour le consoler, mais pour lui rappeler que ce qu'il ressent, c'est du carburant. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de commenter.